Donc la première table ronde va porter sur les questions du droit international, des codes de bonne conduite, et va essayer de marquer à la fois les évolutions et les problématiques à l'œuvre aujourd'hui. Donc si vous en êtes d'accord, je vais d'abord passer la parole à Patrice Jorlan, donc qui va, pour une vingtaine de minutes à peu près, c'était le temps de parole que nous avions donné à nos intervenants, développer le thème suivant, mer de Chine méridionale, zéro de conduite, point d'interrogation. À toi la parole, Patrice. Mesdames, Messieurs, le 4 novembre... Ah, voilà. Donc, Mesdames, Messieurs, le 4 novembre 2002, à Phnom Penh, la République populaire de Chine et les 10 États membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est publièrent un document diplomatique intitulé « Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale ». Soucieux de préserver leur amitié et de renforcer leur coopération mutuelle, les signataires entendaient ainsi surmonter les différends pouvant exister entre eux à propos d'un espace maritime qui, à des degrés divers, leur est commun. Ils n'esquissaient pas une solution d'ensemble, ni même partielle, mais définissaient une méthode susceptible de conduire au dépassement de ces différends sur la base du droit international tel qu'il est défini par la Charte des Nations Unies, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les 5 principes de la coexistence pacifique et le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, adopté le 24 février 1976. Aussi, les parties respecteront-elles la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et la liberté de son survol? Chercheront-elles à résoudre leurs désaccords territoriaux et juridictionnels par des voies pacifiques et feront-elles preuve de retenue en se gardant notamment de peupler des élévations inhabitées se trouvant dans cet espace? Dans le même temps, elles coopéreront dans un certain nombre de domaines afférents, protection de l'environnement maritime, recherche marine, sûreté de la navigation, recherche et sauvetage en mer, lutte contre les crimes transfrontaliers, piraterie et trafic de drogues en particulier. Ce document a atteint l'âge de la majorité, mais il paraît utile de rappeler les données et les facteurs qui ont conduit à sa naissance. En effet, et ce sera le deuxième point de cet exposé, on ne saurait dire que la méthode définie en 2002 a été suivie par toutes les parties concernées, ni que les différends ont été surmontés. Bien plus, on assiste à une internationalisation de la question, alors que la conduite à suivre était censée permettre aux riverains d'éviter que des parties extérieures à la région ne se mêlassent de leurs affaires, comme cela avait été le cas au cours des 2 siècles précédents. Peut-être est-ce pour cela que, depuis à peu près 2 ans, des négociations sont engagées afin de passer d'une déclaration sur la conduite des parties à un code de conduite en bonne et due forme, interrogation qui constituera la 3e partie de notre propos. Le rappel commencera par celui de quelques paramètres géopolitiques. La mer de Chine méridionale, que les Chinois se contentent d'appeler méridionale et que les Vietnamiens nomment orientale, s'étend sur environ 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle est la plus vaste des mers bordières du continent asiatique et comme mer d'Okhotsk, mer dite du Japon, mer dite de Chine orientale, et comme elle se situe au sud des 3 autres, elle en est en quelque sorte l'aval en même temps que l'amont.
C'est par elle, en effet, que l'on accède à l'océan Indien, à condition toutefois de franchir les détroits indonésiens et surtout le long couloir de Malacca. Elle revêt de ce fait une indéniable importance géopolitique. En tout état de cause, et nous y reviendrons, elle est depuis des temps immémoriaux le lieu d'échange que rythmait et que facilite le balancement de la mousson. Comme de surcroît, le dernier demi-siècle a été marqué sur le plan économique par le vol en noix sauvages de l'Asie orientale, Japon, Corée du Sud, Taïwan, puis Chine, en attendant les suivants. Vol effectué en intégration, mais selon quelle modalité, au marché mondial. Ce dernier ne peut continuer à fonctionner aujourd'hui que si les flux passant par la mer de Chine méridionale restent assurés. Celle-ci est devenue en quelque sorte la gorge des échanges internationaux, avec plus de la moitié du tonnage maritime mondial, soit le triple de celui passant par le canal de Suez et 15 fois celui que connaît le canal de Panama. Ces économies asiatiques étant hautement carbonées, cela signifie notamment que les 2/3 de l'approvisionnement de la Corée du Sud, que 60% de celui du Japon ou de Taïwan, que 80% des hydrocarbures consommés par la Chine passent par elle. On peut donc comprendre que des parties extérieures à la région se préoccupent de ce qui s'y passe. Il se trouve que ce domaine englobe une myriade d'objets maritimes, récifs, hauts fonds, bancs de sable, cailles, atolls, etc., que l'on cartographie en 4 éléments: le haut fond de Macclesfield, l'atoll de Scarborough et surtout les, entre guillemets, archipels des Paracels et des Spratlys. Quand bien même l'extension de ces derniers peut être considérable, la surface émergée cumulée de ces objets, des objets qui les constituent, ne dépasse pas, si nous avons bien compris, la dizaine de kilomètres carrés, soit sensiblement moins que l'île d'Ouessant, 15,5 km², sans tenir compte ici de l'île de Keller et de l'archipel de Molène, attenant. Ce ne sont donc bien là que des confettis, sans ressources propres, si ce n'est le guano, mais y en a-t-il encore, et des épaves récupérées depuis des lustres. Les choses sont cependant moins simples dans la mesure même où des États se sont constitués de longue date dans cette partie du monde et qu'ils ont pu, au cours de leurs histoires, affirmer à leur manière leur autorité sur ces objets, dans la mesure où, à l'âge des empires, ces derniers ont été parfois l'objet de rivalités entre puissances, dans la mesure également où un aventurier philippin, Thomas Cloma Senior, pour ne pas le citer, a pu penser y fonder de façon rocambolesque un État libre, avant que de céder son entreprise pour un peso au régime de Ferdinand Marcos, dans la mesure surtout où, point trop souvent oublié, le règlement de la Deuxième Guerre mondiale y a été biaisé. De fait, le traité de San Francisco, qui devait conclure le volet asiatique du conflit et rétablir la souveraineté du Japon, a d'une part consolidé les rapports de guerre froide, puisque dans l'après-midi de ce même 8 septembre 1951 fut signé le traité de sécurité qui liait l'archipel aux États-Unis, et d'autre part, par ses silences voulus, a maintenu ou créé les conditions de certains des différents territoriaux qui perdurent aujourd'hui encore. Le Japon renonçait certes aux archipels de la mer méridionale, de la mer de Chine méridionale, qu'il avait occupés, ainsi qu'aux Kuriles, sans cependant que fût précisé au bénéfice de qui. Outre le fait décisif que la République populaire de Chine n'avait pas été invitée, c'est là l'une des raisons pour lesquelles l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la Pologne refusèrent de signer le traité.
Rappelons que 48 autres États le firent, parmi lesquels les 3 pays dits associés de l'Indochine encore française, mais que l'Inde, la Birmanie et la Yougoslavie avaient refusé de participer aux négociations. Comme les Paracels et les Spratlys n'étaient pas peuplés de façon permanente, il ne pouvait y avoir de consultation populaire, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait là de terre nullius. Et la conférence de San Francisco a donc bien légué un problème. Par contre, l'évolution du droit international, avec la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 10 décembre 1982 et son entrée en vigueur en novembre 1994, aurait dû permettre d'éviter ou de limiter les différends à propos de l'espace maritime que forme la mer de Chine méridionale, d'autant que parmi les animateurs de la troisième conférence sur le droit de la mer, qui a abouti à la Convention de Montego Bay de 1982, se trouvaient les Philippines et l'Indonésie, riverains de cet espace. Des affrontements armés avaient déjà eu lieu, sans remonter à l'occupation entre 1945 et 1950 des îles de l'Amphitrite, puis de l'île Boisée dans les Paracels, par ce qui était alors la République de Chine. Des forces de la République de Chine, je dis bien, des forces de la République populaire de Chine ont délogé le 19 janvier 1974 des éléments de l'armée sud-vietnamienne qui, à la suite des accords de Genève de 1954, se trouvaient dans cet archipel. En mars 1988, alors que se poursuivait une drôle de guerre à la frontière septentrionale du Vietnam, une flottille chinoise s'empara du récif Johnson South, dans les Spratlys, tuant 64 marins et maçons vietnamiens. Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay a, dans une certaine mesure, contribué à entretenir les différends. À cela, 2 raisons. D'une part, la définition des zones économiques exclusives et la délimitation de leur éventuelle extension au plateau continental sous-jacent peuvent se recouvrir et entraîner des mésententes entre riverains, cependant que la nature des objets maritimes peut être d'autre part source de débats intenses, puisque de leur nature dépendent les attributions de ces objets sur les eaux environnantes. La Convention de Montego Bay offre néanmoins les procédures pouvant permettre de résoudre ces difficultés, et les exemples ne manquent pas qui le confirment, par exemple, et pour rester en Asie, entre l'Inde et le Bangladesh ou entre les Philippines et l'Indonésie. Les 2 raisons sont néanmoins réunies en mer de Chine méridionale, puisque la démarche conjointe du Vietnam et de la Malaisie afin de faire enregistrer la délimitation de leurs zones respectives auprès des Nations Unies a incité Pékin à ressortir une carte esquissée par les autorités nationalistes, par laquelle la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale était incorporée au territoire national. Tracé en tiret formant comme une langue de buffle, lequel n'a jamais été précisé, tout comme n'ont jamais été énoncés les droits et les devoirs des voisins ou du reste de la planète, dans un espace ainsi corseté. L'argument principal, sinon unique, étant que ce dernier était chinois depuis la nuit des temps. Ces différends entraient en contradiction avec la tendance générale des relations régionales. L'ASEAN s'était élargi, qui comptait désormais 10 membres. Ses rapports avec la Chine s'étaient considérablement améliorés. L'attitude de Pékin pendant la crise économique asiatique de 1997-1998 avait été appréciée. Cette capitale s'était même entendue avec Hanoï pour délimiter leurs zones respectives dans le golfe du Tonkin. C'est cela que les partis entendaient privilégier dans leur déclaration du 4 novembre 2002. Ce que nous allons dire désormais sera plus bref, puisque c'est le sujet du présent colloque, et que d'autres que moi en parleront mieux que je ne puis le faire. L'énoncé est simple. 18 ans après, que reste-t-il de cette déclaration? D'un côté, les relations entre signataires n'ont cessé de s'approfondir,
sur les plans économiques et personnels si l'on réduit ces derniers au flux touristique. En 2017, 18,6 millions de touristes chinois s'étaient en effet rendus dans un ou plusieurs pays de l'ASEAN, et cette même année, les échanges commerciaux avaient progressé de 13,8% pour atteindre un total de 514 milliards de dollars, la Chine dégageant un excédent de 43 milliards. Mieux, la République populaire fut, avec l'Inde, la première à accéder au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, texte fondé sur l'indépendance, l'égalité, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la non-ingérence et la renonciation au recours de la force. Elle est membre des différentes structures que l'ASEAN a constituées autour d'elle, ASEAN plus 3, sommet annuel des 18 pays d'Asie orientale, réunion des ministres de la Défense plus, et en même temps que se tiennent des rencontres spécifiques Chine-ASEAN. On ne cesse de se rencontrer, on ne cesse de se parler. Il n'en demeure pas moins que la tension persiste et que les incidents restent récurrents. Comme ce fut le cas en mai 2014, lorsqu'une plateforme chinoise d'exploration pétrolière fut introduite dans la zone économique exclusive du Vietnam. Les accrochages entre pêcheurs sont fréquents, qui provoquent parfois des naufrages et se traduisent par des pertes humaines. De véritables face-à-face peuvent se produire, comme cela advint dans la zone maritime exclusive des Philippines, à proximité de l'atoll de Scarborough, qui est ainsi passé en 2012 sous le contrôle chinois. La République populaire exerce par ailleurs des pressions permanentes sur les entreprises tierces qui pourraient être intéressées par un partenariat avec le Vietnam pour la prospection d'hydrocarbures dans sa zone économique exclusive. Enfin, et en complète contradiction avec la déclaration de 2002, la Chine s'est engagée dans une entreprise de transformation de cet objet des Spratlys en île artificielle dotée d'équipements et d'installations de nature militaire. En d'autres termes, on assiste à un processus de militarisation qui vient accentuer la symétrie manifeste des capacités existant entre la Chine et ses voisins. L'ASEAN, soulignons-le fortement, n'étant ni une alliance militaire, ni en tant que telle partenaire d'alliances, d'accords ou d'arrangements militaires avec des puissances tierces, mais une zone de paix et de surcroît dénucléarisée. Le Vietnam et la Malaisie ont entrepris des travaux similaires sur certains des objets qu'ils contrôlent, mais de nature défensive et d'ampleur bien plus modeste. La concertation privilégiée par la déclaration de 2002 n'ayant pas apporté les fruits escomptés, et suite au face-à-face de Scarborough, le gouvernement philippin, qui avait bizarrement évoqué à ce propos le sort des Sudètes, en a appelé à l'arbitrage international sur un certain nombre de sujets. L'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal arbitral revêt une importance capitale pour les affaires qui nous occupent aujourd'hui, et aussi parce qu'il fait jurisprudence en définissant la qualité des objets maritimes dont il avait à connaître dans la zone des Spratlys. Aucun d'entre eux, a-t-il été répondu, n'est une île et ne peut donc commander une zone économique exclusive. L'argumentaire juridique très approfondi auquel s'est livré le tribunal pourrait s'appliquer aux paracels, qui font partie de notre propos, ainsi qu'aux élévations disputées en mer de Chine orientale, Senkaku-Diaoyutai et Rocher-Liancourt, pour ne rien dire des trois rochers d'Okinoto-Lishima en mer des Philippines. Le tribunal a par ailleurs statué que le tracé en langue de buffle n'avait aucune pertinence au regard du droit maritime international, puisque celui-ci dispose que les zones maritimes sont définies depuis les lignes de base terrestres, lesquelles ne peuvent inclure ici les îles, puisqu'il n'y en a en l'occurrence aucune.
En relation avec tout ce qui précède et pour des raisons plus larges encore, qui portent sur les mutations de la corrélation générale des forces, la question est devenue un fond d'écran. D'autres affaires sérieuses ne cessent d'occuper les chancelleries et les médias, mais sans revêtir la même immédiateté, la question de la mer de Chine méridionale reste là et nourrit maintes spéculations. Bon, je passe. L'arrêt du tribunal arbitral, c'est mon troisième point, l'arrêt du tribunal arbitral n'a eu aucun effet immédiat. D'une part, parce que le gouvernement chinois, qui avait refusé de se joindre à la démarche de son homologue philippin, a déclaré que l'arbitrage était nul et non avenu, et d'autre part, parce que l'administration philippine élue en mai 2016 a estimé qu'elle n'avait pas les moyens de lui donner une suite et que ses priorités allaient ailleurs. On peut néanmoins penser qu'il a contribué à la relance des négociations pour l'adoption d'un code de conduite en bonne et due forme, dans la mesure où les autorités chinoises avaient, quoi qu'elles en eussent, été condamnées. À quoi peut-on désormais s'attendre alors que le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN et cette année, membre non permanent du Conseil de sécurité? Une nouvelle détérioration de la situation paraît improbable à court terme parce que la Chine est confrontée à d'autres urgences, parce qu'elle a besoin de la compréhension de l'ASEAN dans sa confrontation commerciale avec les États-Unis, et parce qu'à bien des égards, les ambitions de nouvelles ceintures et de nouvelles routes de la soie outrepassent la souveraineté sur quelques confettis. À quoi s'ajoute le fait que Volance ne lance, et s'agissant des Spratlys, la répartition des cartes a été effectuée entre la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, sans omettre Taïwan ni le Brunei Darussalam qui reste discret dans cette affaire. Modifier cet état des choses passe par le recours à d'autres pressions et à d'autres moyens. Parmi les premières, il y aurait l'établissement par les autorités chinoises d'une zone d'identification aérienne de défense en mer de Chine méridionale, à l'instar de ce qu'elles ont annoncé le 23 novembre 2013 en mer de Chine orientale, sans cependant que cela ne modifie grand-chose. Des analystes mettent davantage l'accent sur le recours à des instruments duaux, garde-côtes et plus encore milices maritimes, à quoi les opérations de liberté de navigation auxquelles recourt l'US Navy répondent mal. Passer de la déclaration au code de bonne conduite n'a de sens que si les insuffisances de la première sont levées par le second. À savoir que la délimitation des zones maritimes respecte le droit international, ce qui reviendrait à effacer sous une forme ou l'autre, et avec toutes les délicatesses diplomatiques, les tirer de la langue de buffle. S'agissant des objets maritimes, on ne saurait se limiter aux Spratlys, à quoi on tend à ramener une lecture d'un tribunal arbitral qui n'était interrogé qu'à ce sujet. Les paracels ne sauraient être oubliés. Enfin, la conduite ne peut avoir de code que si celui-ci est contraignant. En cas contraire, elle risque d'être fluctuante ou aléatoire en vertu des humeurs et sur le plan international des rapports de force. Merci. Merci Patrice. Merci Patrice pour cet exposé intéressant et complet. Donc je vais passer la parole à Pascal Ricard, dont l'exposé va porter sur plusieurs sujets: délimitation maritime, régime juridique des activités menées dans les zones maritimes disputées, sentence arbitrale rendue en 2016 sur le différend dont nous parlons. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Ah oui, il y a un petit problème technique qu'il faut régler, voilà. Parfait. C'est bon comme ça ?
Alors merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Gabriel Péri pour l'organisation de cette conférence très intéressante et pour m'avoir donc permis de venir vous présenter ces éléments. Donc effectivement, on va aborder différentes choses. Le programme est un petit peu chargé, mais certains points ont déjà été mentionnés ou développés, donc ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Donc après une brève introduction, je vous présenterai donc le plan que nous suivrons pour cette intervention. Cette introduction, très rapidement, pour soulever quelques points rapides. Donc le caractère hautement stratégique de la région a déjà été mentionné, donc l'aspect commercial notamment. Et donc c'est une région qui est au cœur de la croissance mondiale. Donc la stabilité de cette zone et la garantie de la libre circulation sont des enjeux qui sont absolument déterminants, pas seulement pour l'Asie, mais aussi pour l'ensemble des régions. Or, c'est exactement le rôle du droit international que de favoriser cette libre circulation avec le fameux principe de la liberté de navigation et de favoriser la stabilité également, puisque par l'établissement et la clarification des frontières ou des limites maritimes, le droit international de la mer a vocation à favoriser la paix et la sécurité internationale. Or, donc ici, on aura cette lecture, cette grille de lecture qui sera celle du droit international, mais la Chine conteste cette grille de lecture, remet en cause ce droit international, et la grille de lecture qui est adoptée par la Chine, ce serait plutôt celle des droits historiques, justement, et de sa présence depuis plus de 2000 ans sur cet espace, qui lui donnerait donc des droits particuliers sur les îles. Ce qu'on pourra noter aussi tout à l'heure, mais je le mentionne rapidement, c'est que certes la Chine remet en cause cette grille de lecture du droit international, mais elle a contribué à la création du droit international, puisqu'elle a participé aux négociations de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et nous verrons qu'elle ne s'est pas forcément opposée à la construction des règles qui sont les règles actuelles. Alors, donc nous suivrons un plan en 3 parties. Donc, tout simplement revenir rapidement sur l'enchevêtrement des revendications. Qu'est-ce qui est précisément revendiqué, contesté par les États, même si ça a déjà été un petit peu dit. Nous nous intéresserons ensuite au cadre développé par cette convention, donc la convention de Montego Bay, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et enfin, donc, nous reviendrons sur la sentence arbitrale qui a été rendue en 2016 et qui a déjà été évoquée également. Alors, concernant les différents types de revendications, en fait, il y en a 2. Il y a un type de revendication qui est celui des espaces maritimes. Donc là, ça va concerner le zonage maritime tel qu'il est permis, tel qu'il a été défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc on viendra sur les règles justement de définition et de délimitation de ces espaces maritimes. Ici, on a une petite idée donc des schémas que ça représente, et on voit bien donc cette fameuse ligne, alors la langue de buffle ou la ligne des 9 traits qui est revendiquée par la Chine et donc qui couvre l'ensemble de la mer de Chine méridionale et des 4 éléments qui ont été mentionnés, donc Paracel, Spratly, etc. On voit que le Vietnam revendique également donc, la totalité des îles Paracel, qui lui donnerait droit donc, à un espace maritime plus important. Et puis concernant les États plus au sud, donc la Malaisie, Brunei ou les Philippines, là on a des revendications qui ne concernent pas toute la mer de Chine ou pas l'ensemble de ces archipels, mais donc, qui sont un petit peu limités. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a un enchevêtrement de ces revendications relatives à l'espace. Et donc le deuxième type de revendication, c'est celui de la souveraineté sur les îles. Donc évidemment, les deux sont fortement liés, puisque la souveraineté sur les îles, alors on verra ce qu'on peut qualifier ou non d'îles en droit international, mais en tout cas, cette souveraineté sur les îles, elle donne droit à l'espace qui se situe autour.
Et donc, évidemment, les deux types de revendications sont liés. Ce qui est montré sur cette carte, donc là on zoome sur les Spratlais, on a 140 îlots environ, dont une toute petite quarantaine pourrait prétendre au statut d'île, selon la convention de Montego Bay. Donc on reviendra sur la définition précise qui a été donnée de l'île. Et sur cette petite quarantaine d'îlots qui pourraient avoir ce statut, les 13 plus importants couvrent moins de 2 km². Donc en fait, on est vraiment, le terme de confetti a été évoqué, on est vraiment dans cette question des confettis. Et donc pour pouvoir tenter de renforcer ces prétentions à la souveraineté sur les îles, vous avez certaines îles ici qui sont entourées donc d'un cercle noir qui représente celles dans lesquelles des constructions ont été effectuées. Et ces constructions, donc, on en a une accélération depuis les années 2000-2010, et en particulier d'ailleurs pour les Spratlais en 2013, il y a eu une forte accélération, ce qui a donné lieu au recours des Philippines à l'arbitrage international. Et donc on voit que ce qui est à l'œuvre, c'est une véritable artificialisation de certains éléments, par le biais donc de la poldérisation, et puis une militarisation en parallèle qui a généralement été niée par la Chine, mais récemment qui a été reconnue de manière un petit peu indirecte. Et puis les images satellites montrent bien qu'on est face à une véritable militarisation. Donc voilà pour ces éléments de contexte qui seront l'objet des différends entre ces États. Alors concernant donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est une convention qui a été adoptée à Montego Bay en 1982. Elle regroupe 168 États parties, donc elle n'est pas totalement universelle. Par exemple, les États-Unis ne sont pas parties, de même que la Turquie ou Israël. Et puis ensuite, sinon, il s'agit d'États souvent soit enclavés, mais bon, on considère dans une large mesure que ces dispositions font partie de la coutume internationale. On peut éventuellement revenir là-dessus. Et quoi qu'il en soit, elle a été qualifiée dès le départ de constitution des océans. Constitution des océans parce qu'elle couvre en fait l'ensemble des éléments relatifs aux océans, donc le régime juridique applicable aux différentes activités en mer, mais aussi à la définition des espaces maritimes sur laquelle on va revenir tout de suite. Donc le préambule de la Convention prévoit bien que l'objectif est d'établir, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications, favorise les utilisations pacifiques, la protection du milieu marin, etc. Alors, ces zones maritimes, justement, qui ont été définies par cette convention de Montego Bay, elles sont représentées sur ce schéma. Donc, les États côtiers ont droit à des eaux territoriales, une mer territoriale qui s'étend jusqu'à 12 000 nautiques. Et cette mer territoriale, c'est un espace de souveraineté. Donc, pour le coup, là, on est vraiment dans un prolongement du territoire terrestre en termes de droit. Et pour l'exploitation des ressources notamment. La zone contiguë permet simplement de prolonger certains pouvoirs de police, donc en termes de lutte contre des éléments relatifs à la sécurité, le trafic de stupéfiants, etc. Et on a donc ensuite, jusqu'à 200 000 nautiques, cette fameuse zone économique exclusive et le plateau continental en dessous, qui ne sont pas des espaces de souveraineté complète, mais on parle de zones sous juridiction nationale parce que l'État possède des droits souverains. Donc c'est simplement par le biais de ces droits souverains qu'il peut, et on reviendra dessus donc d'après le programme, exploiter donc, et qu'il doit préserver dans le même temps les ressources biologiques et minérales donc, qui se trouvent dans ces espaces. Mais dans le même temps, la zone économique exclusive est quand même accessible aux autres États qui peuvent naviguer et, dans une moindre mesure, exploiter aussi en coopération avec l'État côtier.
Et donc ensuite, nous avons la haute mer qui est soumise au principe vraiment de liberté de navigation, de pêche, etc., même si cette liberté est encadrée, et la zone internationale des fonds marins, qui, elle, est le patrimoine commun de l'humanité, et donc constitue un régime totalement différent. En mer de Chine, alors je suis désolée, les cartes, remarque, ça va, ça va pas trop mal, mais elles sont un petit peu moins jolies. En tout cas, on voit que si on ne tient pas compte du tout des îles, si on n'accorde aucun effet aux îles, aux archipels des Paracels notamment et des Spratleys, un espace de haute mer demeure au centre de la mer de Chine. Donc en l'état actuel des choses, il y aurait un espace de haute mer et donc de liberté de navigation totale au centre de cette mer. Et on voit à droite que si on donnait un plein effet à toutes ces îles, à tous ces archipels, alors ce qui est fortement improbable qu'un plein effet soit vraiment donné, mais en tout cas, voilà, on aurait une disparition totale de cet espace de haute mer. Et donc l'enjeu, évidemment, il est là, puisque on parle de la possibilité de naviguer et de circuler au sein de cette mer de Chine, même s'il est évidemment possible pour tous les États de naviguer librement dans des zones sous juridiction nationale. Donc voilà pour ces premiers éléments sur la définition des espaces maritimes. Le deuxième élément qu'a clarifié la Convention de Montego Bay, c'est la définition des espaces qui donnent droit à des revendications souveraines. Donc on a les eaux intérieures et la mer territoriale qu'on a vu juste avant, qui s'étendent jusqu'à 12 000 nautiques. Et donc dans ces eaux intérieures et cette mer territoriale, le principe est celui du passage inoffensif. Donc les navires des autres États peuvent naviguer sous réserve donc de simplement passer de manière inoffensive avec certaines restrictions. Or, concernant ce passage inoffensif, c'est la seule réserve qu'avait faite la Chine lors de son adhésion à la Convention de Montego Bay. La Chine a adopté cette loi en 1992 qui oblige les États à demander l'autorisation de la Chine pour pouvoir naviguer dans ces eaux territoriales. Et donc ce serait ça l'ambition lorsque la Chine souhaite s'approprier les différents archipels, ce serait d'élargir sa mer territoriale au maximum, pour pouvoir demander l'autorisation, pour pouvoir accorder ou non l'autorisation de circuler aux autres navires. Et donc cette loi, elle est contraire à l'article 24 de la Convention de Montego Bay, mais la Chine a averti qu'elle souhaitait donc porter une exception à cet article. Alors le deuxième élément qui donne droit à des revendications souveraines, ce sont donc les îles. Les îles qui ont été définies à l'article 121 de la Convention de Montego Bay comme une étendue naturelle. Donc le terme naturel a eu beaucoup d'importance dans la sentence arbitrale de 2016. Une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui demeure découverte à marée haute. Donc il y a plusieurs éléments, l'aspect naturel et le fait qu'elle reste découverte à marée haute. Donc, si ces éléments sont remplis, a priori, les îles donnent lieu non seulement à une mer territoriale, donc jusqu'à 12 000 nautiques, mais aussi à une zone économique exclusive et un plateau continental. L'alinéa 3 de cet article 121, il a rajouté 2 conditions. Il faut que l'île se prête à l'habitation humaine ou puisse être le lieu d'une vie, puisse avoir une vie économique propre. Et donc, c'est ces éléments qui ont été largement interprétés par le tribunal arbitral, sur lesquels nous reviendrons. Mais on voit donc que les conditions sont assez strictes pour pouvoir donner lieu non seulement à une mer territoriale, mais aussi à une ZE et un plateau continental. Il faut donc être tout le temps recouvert, être naturel, et puis se prêter à l'habitation humaine ou à une vie économique propre. Or, on l'a vu, ce n'est pas le cas. Si on interprète ces éléments assez strictement, ce n'est pas le cas pour la plupart des îlots en mer de Chine. Donc, les îles doivent être distinguées des hauts fonds découvrants, qui sont définis à l'article 13, qui, eux, sont recouverts à marée haute, et des rochers,
Les rochers qui sont définis justement comme ne pouvant pas, donc à la différence des îles, ne pouvant pas donner lieu à une habitation et à une vie ou à une vie économique propre. Et donc les rochers n'ont pas droit à une zone économique exclusive, à un plateau continental, mais ils ont droit à une mer territoriale. D'accord ? Donc c'est ces trois éléments qui ont été définis et clarifiés par la Convention de Montego Bay. Alors clarifiés, c'est pas tout à fait... Enfin voilà, il y a des questions d'interprétation ensuite selon les différents tribunaux, mais en tout cas qui ont été définis ainsi. Et on peut mentionner un autre élément, c'est celui des États archipels, justement, puisque la Chine revendiquerait avoir droit à ces espaces par le biais du fait qu'il s'agit d'un État archipel. Or, un État archipel, d'après l'article 46 de la Convention de Montego Bay, est un État qui est exclusivement, entièrement constitué par un ou plusieurs archipels. Mais il ne s'agit pas d'un territoire continental avec à côté un archipel. Non, il faut que ce soit exclusivement le cas pour pouvoir être donc un véritable État archipel qui a ses propres délimitations maritimes. Donc voilà pour ces éléments. Troisième chose qui ont été clarifiées par la Convention, c'est la délimitation des espaces. Donc comment les États vont pouvoir se mettre d'accord sur ces espaces maritimes. Alors, on a la question des lignes de base, donc c'est très important puisque ce sont les lignes à partir desquelles tous les autres espaces maritimes vont être définis. Et donc ces lignes de base peuvent être soit normales, ça veut dire qu'elles suivent le contour de la côte, soit droites, c'est-à-dire qu'elles viennent simplifier un petit peu là où il y aurait des formations complexes. On vient simplifier le trait de côte. Donc généralement on utilise les lignes de base normales et les lignes de base droites seraient utilisées par exception. Donc on reviendra ensuite sur la pratique justement en mer de Chine à ce sujet. Concernant la mer territoriale, une méthode a été précisée. La mer territoriale donc, va être définie entre deux États, donc lorsqu'ils sont adjacents pour qu'ils se mettent d'accord entre eux ou alors lorsqu'ils se font face, avec la méthode de l'équidistance. Donc tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun. Donc ça, c'est un élément qui est précisé par la Convention et qui est donc utilisé par les États. En revanche, pour la zone économique exclusive et le plateau continental, donc ce sont les articles 74 et 83, on a beaucoup moins de précision puisque les États doivent simplement s'accorder. Ils doivent donc effectuer leur délimitation par voie d'accord pour aboutir à une solution équitable. Donc là, c'est totalement imprécis. On n'a aucune méthode, aucun principe de délimitation qui est prévu par la Convention donc, pour ces zones-là, la ZEE et le plateau continental. Et donc, ils ont le choix entre toute une série de méthodes. Ce qui a été généralisé par la jurisprudence, c'est une méthode en 3 temps. Donc d'abord de l'équidistance, donc on prend tous les points équidistants entre les lignes de base des deux États. On va les ajuster en fonction de circonstances pertinentes, dont les îles peuvent éventuellement faire partie. Donc là, il y a des éléments un peu flous dans la jurisprudence qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Mais donc les circonstances pertinentes. Et puis ensuite, on regarde s'il n'y a pas de disproportion manifeste pour que la solution soit bel et bien équitable. Donc les délimitations doivent se faire de manière concertée selon ces articles, mais elles sont souvent effectuées de manière unilatérale. Et alors là, on peut citer juste quelques exemples. Donc pour une délimitation concertée, on a le golfe du Tonkin entre la Chine et le Vietnam qui a été l'objet d'un accord entre les deux États. Donc là, on a quelque chose qui a été fait conformément à cette obligation de concertation. Mais concernant les lignes de base, on a de nombreux États, donc la Chine, le Vietnam et Taïwan notamment, qui ont dessiné des lignes de base droites et non pas des lignes de base normales. Et ces lignes de base droites sont assez avantageuses pour ces États, donc ont été contestées, notamment par les États-Unis, donc par des États tiers qui ne sont pas frontaliers. Et puis on a également des prétentions unilatérales qui ont été effectuées sur le plateau continental étendu,
et qui ont également été contestées, donc très rapidement. C'est la carte qui a été proposée à la Commission des limites du plateau continental. C'est la commission qui est chargée de vérifier si les demandes des États donc, peuvent être validées en termes de revendication du plateau continental, c'est-à-dire est-ce que les critères morphologiques, géologiques sont bien remplis pour que les États puissent prolonger cette limite des 200 milles nautiques. Et donc c'est une possibilité qui est prévue par l'article 76 de la Convention, mais la Commission ne peut pas se prononcer lorsqu'il existe un différend entre les deux États à propos de cette limitation. Donc cette demande, cette proposition conjointe donc, de la Malaisie et du Vietnam qui a été effectuée en 2009 a été largement contestée par la Chine dans une note verbale qui a immédiatement fait suite à ces demandes, qui a été l'occasion pour la Chine de rappeler, donc de redonner une carte avec cette langue de bœuf donc, et la ligne des 9 traits, et de rappeler sa souveraineté, indisputable sovereignty over the islands, donc sur les différentes îles de la région. Alors, un dernier point sur cette convention de Montego Bay, et ensuite on passera à la sentence, c'est la question des zones disputées. Que se passe-t-il justement lorsque ces revendications sont effectuées de manière unilatérale et se chevauchent puisque c'est un petit peu le cas ici, on l'a vu avec les cartes en introduction. Ce qui se passe, c'est qu'en attendant la conclusion d'un accord, donc pendant cette période de chevauchement, les États sont censés coopérer, conclure des arrangements provisoires, et surtout ne pas compromettre ou entraver la conclusion d'un accord définitif. Donc le principe reste celui de la conclusion d'un accord, et puis en attendant, on conclut des accords, mais cette fois-ci qui sont provisoires pour pouvoir continuer à mener des activités dans ces espaces. Alors là, ici, cette disposition, elle est particulièrement peu précise, elle est difficile à interpréter. Et on a eu des contradictions aussi entre les différentes juridictions. Donc c'était le cas par exemple dans l'affaire Ghana-Côte d'Ivoire devant le Tribunal international sur le droit de la mer, dans lequel le Ghana avait effectué dans la zone disputée, et c'est un peu le cas de la Chine également, des activités d'exploitation minérale en utilisant des forages qui avaient déjà été faits, mais malgré tout en continuant ces activités qui peuvent avoir des effets importants, notamment sur le milieu marin. Et le Tribunal international sur le droit de la mer, ici, n'avait pas considéré que c'était un élément qui était de nature à entraver la conclusion d'un accord définitif. Donc, ce sont des dispositions qui sont vraiment très difficiles à interpréter. Et en tout cas, ce que devrait faire la Chine, donc, ce serait favoriser cette conclusion d'accords provisoires dans cette gestion des zones disputées. Concernant la sentence arbitrale, enfin, donc rendue en 2016, certains éléments ont déjà été évoqués. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a eu donc deux sentences. En fait, une première sentence qui a été rendue en 2015 sur la compétence et la recevabilité. Donc, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a déclaré l'affaire recevable, le différend recevable, malgré le fait que la Chine avait utilisé l'article 298 de la Convention de Montego Bay, qui lui permettait en fait d'exclure du règlement obligatoire des différends dans le cadre de la Convention de Montego Bay, les différends qui étaient relatifs aux délimitations maritimes. Notamment, et donc à tout ce qui concerne les articles 15, 74 et 83 qu'on a évoqués juste avant. Donc c'est notamment pour cette raison que la Chine conteste la portée de cette sentence, puisqu'elle avait émis cette déclaration. Mais ce qu'on peut noter, c'est que le tribunal a précisé qu'il ne se prononcerait pas justement sur ces questions, précisément, donc il va un petit peu les contourner et se prononcer sur ce sur quoi il était possible de se prononcer. Et puis en plus, cette exception donc, de l'article 298 n'empêche pas de mener quand même à bien un règlement des différends, donc que ce soit par la conciliation ou alors par un tribunal arbitral si les États en conviennent ainsi. Donc sur le fond, la sentence qui a été rendue en 2016
a des apports qui sont très intéressants dans deux champs différents. Donc celui d'abord des prétentions maritimes et de la définition de ce qu'est une île. Et c'est là où les Philippines ont notamment gagné. Et puis sur la protection de l'environnement également, donc on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais on peut commencer à les évoquer. Alors sur les prétentions maritimes, le tribunal arbitral a déclaré que la Chine n'avait pas de droit historique. Donc cette grille de lecture qui était la sienne depuis le départ n'était pas appropriée. Cette ligne des 9 traits n'a pas d'ancrage juridique. Et en outre, donc, la majorité des éléments des îles, entre guillemets, qui étaient revendiqués, donc, constitueraient plutôt des rochers, voire des hauts fonds découvrants, mais ne donneraient pas droit donc, à la définition de zone économique exclusive ou de plateau continental. Et donc, on a une définition très stricte qui a été donnée, notamment de ces critères de la possibilité d'habiter sur l'île et d'avoir une vie économique, ou d'avoir une vie économique. C'est une définition très stricte qui a été adoptée et qui a été, le raisonnement pour en arriver là a été assez critiqué, donc non seulement par les États, mais aussi par la doctrine, puisque c'est la première fois en fait qu'un tribunal, qu'une juridiction se permet d'aller aussi loin dans l'interprétation de cet article. Et en fait, cet article 121, il avait été laissé très flou pendant les négociations de la Convention de Montego Bay, un petit peu volontairement de la part des États. Et donc ici, on est vraiment dans une rupture totale avec la jurisprudence passée, puisqu'il n'avait jamais été interprété, et jamais été interprété aussi strictement. Donc on verra que ce sont ces éléments qui ont eu certaines conséquences ensuite dans les relations avec les autres États. En 2 mots sur l'environnement, c'est une sentence qui est quand même très intéressante, puisqu'on a reconnu que des dommages graves et irréparables avaient été causés au milieu marin par cette artificialisation des récifs coralliens, de l'exploitation d'espèces, etc., avec une violation du devoir de diligence de la Chine, qui avait connaissance, ou du moins avait les moyens d'avoir connaissance des dommages qui étaient en train d'être causés. Et une violation également de l'article 300 de la Convention sur la bonne foi et l'abus de droit. Donc ce sont des éléments assez intéressants. Et donc pour finir, quelles ont été les conséquences ? Alors la réaction de la Chine, elle a déjà été donnée, la sentence est nulle et non avenue. Et la Chine a continué, voire accentué ses pressions sur les différents États et sur la militarisation donc, de ces îlots. Les Philippines, ça a été mentionné également, ont finalement minimisé la portée de la sentence également, avec donc l'arrivée au pouvoir du nouveau président de la République, la volonté de bénéficier du soutien de la Chine économique, etc. Donc finalement, alors les Philippines reconnaissent tout de même la sentence, mais ont souhaité la mettre à l'écart. Donc ils ne la reconnaissent pas non plus comme la Chine, comme étant nulle et non avenue, mais on cherchait à la mettre à l'écart. Et puis par rapport aux États tiers, on a une certaine ambivalence, parce qu'on a d'un côté les critiques de la sentence, puisque certains États, dont la France par exemple, pourraient être inquiétés. On a parlé des paracels, etc. Mais en fait, on a d'autres États qui pourraient être inquiétés de cette définition aussi stricte qui a été donnée de la notion d'île. Là, les réactions ont été plutôt modérées, on ne se met pas trop en avant. Et en même temps, cette volonté de faire respecter le droit de la mer à tout prix, en particulier la liberté de navigation. Et donc, on a des projets de loi vietnamiens et américains qui sont très virulents, qui ont été adoptés, qui ont été proposés. Alors, je crois qu'on ne sait pas encore s'ils vont être effectivement adoptés, mais côté américain, il y a un projet de loi qui avait été proposé de sanctionner tous les acteurs économiques. Donc, on a une liste d'acteurs économiques qui participeraient aux activités d'artificialisation des îles de la part de la Chine. J'ai peut-être 1 ou 2 détails de plus, mais on pourra revenir dessus. Pour le Vietnam, il s'agit d'une loi qui permettrait de recourir en dernier recours, mais de recourir éventuellement à la force pour défendre leur souveraineté dans les espaces disputés. Donc on est quand même dans des outils assez violents.
Pour le programme des libertés des mers américain, donc le FONOPS, il s'agit non seulement donc de naviguer pour affirmer la liberté de navigation, mais aussi et surtout de mener des actions assez précises donc, dans certains espaces, par exemple dans la mer territoriale de la Chine, pour contester le fait qu'une autorisation soit demandée pour la circulation des navires étrangers. Et puis, concernant la France, donc, on a simplement la volonté d'une présence régulière et visible. Donc là, on est simplement dans la volonté de s'affirmer dans cet espace, mais de manière assez flexible. Voilà, donc en conclusion, simplement, on pourrait se poser les mêmes questions en fait, et transposer tous ces éléments au cas de l'océan Indien. Donc ça pourrait éventuellement être fait dans la dernière partie de la demi-journée, mais ce sont donc exactement les mêmes questions qui pourraient se poser. Et le droit international, donc, qui a vocation à favoriser la paix et la clarification des frontières, ici est effectivement un petit peu malmené, le multilatéralisme également, mais malgré tout, il est sans cesse réaffirmé, donc la conclusion est un petit peu ambivalente également. Merci. Merci beaucoup, Pascal Ricard.